Et bonjour à tous, et bienvenue sur le 6e épisode de l'Entre-deux-D, un podcast consacré à tout ce qui touche de près ou de loin au jeu de rôle, avec à chaque fois un invité pour discuter d'un sujet en particulier, le tout dans une ambiance chillée et détendue, oh là j'en perds mes mots, comme il se doit, vous commencez à connaître la rengaine. Et aujourd'hui, on va parler histoire, narration, récit et tous les synonymes qui vont avec, parce que oui, raconter une histoire, c'est déjà pas facile, mais en plus, si elle doit être interactive et susciter l'intérêt des joueurs tout du long de son déroulé, figurez-vous que c'est tout un travail. Et justement, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui j'accueille un invité dont c'est justement le métier, celui de narrative designer. Et en guise de cerise sur le gâteau, qui ne sera pas sans réveiller la nostalgie de beaucoup de geeks par ici, notre invité officie chez Ankama, le célèbre studio français derrière les légendaires Dofus et Wakfu. Je veux bien sûr parler de Gaël Borens. Bonjour Gaël, cela me fait très plaisir de te recevoir dans cette émission. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, ça me fait plaisir aussi. Et je t'en prie, ça fait très plaisir en tout cas de recevoir un peu des gens qui sont, on va dire, extérieurs, enfin au milieu du jeu de rôle, pas si extérieurs que ça quand même, parce que tu as touché un peu au jeu de rôle, du coup peut-être on en reparlera plus tard dans le podcast, mais t'as fait un peu, t'as expérimenté un peu le jeu de rôle récemment, je crois, non ? Oui, en tant qu'amateur, hein, mais en tant que joueur et puis récemment un peu en tant que MJ, ouais. Ah bah, décidément, au moins comme ça, tu nous feras le tour du propriétaire avec concernant les liens qu'il peut y avoir entre le côté narrative design, que ce soit en jeu de rôle ou en jeu vidéo. Et du coup, je te laisse te présenter un petit peu, voilà, ton poste chez Ankama, comment tu en es arrivé là, un petit peu la genèse, on va dire, de comment tu es arrivé dans cette boîte, et puis sur quel jeu tu as travaillé, éventuellement tes projets perso ou autres. Voilà, je te laisse nous faire un petit peu le panégyrique de ton parcours, histoire que les gens apprennent à te connaître un petit peu mieux, les gens qui nous écoutent. Oui, du coup je suis game designer, principalement narratif. Depuis quelques années je suis aussi sur les sujets système. Je détaillerai un peu après ce que ça veut dire, et je fais un petit peu de jeux de plateau dernièrement. C'est les sujets sur lesquels j'ai pu travailler. Alors pour mon parcours, il est un petit peu atypique, on va dire. Si on remonte à mon enfance, on va dire, j'ai toujours aimé lire, notamment des livres dont vous êtes les héros. J'ai toujours été intéressé par le jeu de rôle. Et c'est plutôt vers l'adolescence en fait où j'ai beaucoup été sur des forums RPG, des forums RP. C'est là où j'ai vraiment commencé à écrire, mais j'ai jamais eu à cette époque-là, au moment du bac, etc. Je me suis jamais dit que j'allais pouvoir faire du jeu vidéo mon métier. Ça me paraissait assez inaccessible en fait. Et donc du coup j'ai commencé par des études d'informatique qui m'ont pas du tout plu. Je me suis réorienté un peu vers le web et vraiment je pensais faire travailler dans le web, et j'ai eu vent d'une licence pro à Montpellier, là où j'habitais, qui était spécialisée dans les métiers de jeux vidéo, donc dans le game design. Et en fait c'est cette licence-là qui m'a mis le pied dans l'étrier. Donc j'ai fait quelques game jams, mes premiers jeux avec les cours, etc. Et après ça j'ai fait un master de gestion de projet de jeux vidéo, où on était amené à faire des projets où on avait chacun un petit peu nos spécialités pour apporter selon notre background en fait. Donc moi j'avais un background du coup GD et un petit peu tech, mais vraiment tout petit peu. Du coup j'étais surtout game designer et j'ai aidé un petit peu au code sur les différents projets. Et suite à ce master là, donc j'ai fait plusieurs stages, et mon stage de fin d'études était donc à Ankama sur le projet Wakfu, sur lequel j'ai fait donc mes premières armes en tant que GD. On m'a mis sur des sujets assez variés, donc famille de monstres, ce genre de choses. Et puis à un moment donné durant mon stage je me suis retrouvé à faire des quêtes. Et c'est vrai que j'ai un petit peu renoué finalement avec la narration. C'est vrai que j'ai toujours comme je disais, j'ai toujours un petit peu écrit par-ci par-là, mais c'est à ce moment-là où j'ai vraiment été dans une optique de prod dans le jeu vidéo. Donc j'ai fait mes premières quêtes, et donc je passe les détails, mais ensuite du coup je me suis retrouvé sur le projet Dofus, ou Dofus pour les puristes. Et donc là vraiment en tant que narrative designer à faire des quêtes à plein temps. Là où Wakfu j'étais beaucoup plus généraliste. Et donc voilà, pendant un an ou deux, donc j'étais vraiment sur la narration pure avec du coup mes collègues narratifs. On était vraiment sur du 100%
à 100% sur ça. Et puis voilà, au bout d'un an et quelques, j'ai commencé à basculer voilà sur d'autres sujets. Donc comme je disais, les sujets plus système. J'ai bossé notamment sur la refonte des guildes et des alliances, ce genre de choses. Et voilà, tout dernièrement sur du jeu de plateau où j'ai appris à non pas à vaincre mais à faire avec mon syndrome de l'imposteur et à sortir de ma zone de confort. Et c'est pour le meilleur parce que c'est vraiment super de pouvoir tester voilà des nouvelles facettes en fait du métier de game designer parce qu'on design pas du tout pareil en fait selon le support et la spécialité. Voilà pour résumer un peu mon parcours. Effectivement, un sacré parcours quand même. Disons, c'est juste simple curiosité. D'ailleurs, c'est quoi l'école à Montpellier? Parce que je suis autour de Montpellier aussi. Moi, j'ai fait mes études à Montpellier. Du coup, alors pas les mêmes. Cette licence pro, c'est une filiale de Paul Valéry, l'université Ah oui, des lettres. On était vraiment pas loin, quoi. Bon, effectivement. Et du coup, ouais, c'est sous l'UE plastique en fait. C'est D'accord. Ça dépend de la spécialité art plastique et c'est une spécialisation un peu jeu vidéo. Et c'est vrai que le biais de, enfin, comment dire, le prisme de cette formation, c'est plus l'art game en fait, c'est-à-dire s'exprimer artistiquement à travers un jeu vidéo. Et c'est vrai que c'était pas forcément ce que moi je recherchais. J'ai un profond respect pour ceux qui font de l'art game ou qui développent des jeux voilà spécifiquement sur des engagements, ce genre de choses. C'est vrai que moi j'étais plus dans l'optique de travailler directement en tant que salarié tout simplement en fait, et donc intégrer un studio vraiment, une structure, plutôt que voilà bosser dans mon coin sur mon bébé. Et c'est pour ça que voilà j'ai voulu me professionnaliser directement après ça. Mais voilà, c'était vraiment des enseignements super intéressants sur voilà la manière dont on peut provoquer et des émotions en fait via le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail en lui-même, en quoi ça consiste, et alors après découler un peu ta définition, on va dire un peu ce que c'est le narrative design, et en quoi ça se différencie de scénariste à proprement parler, parce que je sens que quand les gens on leur parle d'un peu de narrative design, le premier mot on dit ah oui vous êtes scénariste, en fait c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça ou un petit peu plus profond. Donc je te laisse développer un peu sur le sujet et nous en apprendre un petit peu plus. Alors déjà en Kama, nous, on va avoir, on va prendre le titre de narrative designer, mais dans les faits, on va faire toute la chaîne de la narration. Là où dans d'autres studios, les indés vont fonctionner à peu près de la même manière que nous. Forcément, on va devoir cumuler beaucoup de rôles sur une seule personne. Mais dans des gros studios type Ubisoft, forcément, il y aura beaucoup plus de spécialistes. Donc, on va avoir le writer, l'écrivain, on va avoir potentiellement des dialoguistes, des spécialistes de l'écriture, des scénaristes, etc. Et narrative designer, en fait, ça va plus être un rôle de gardien de la cohérence narrative d'une œuvre. C'est-à-dire, il va vraiment gérer tous les aspects narratifs du jeu. Donc, on y viendra après, mais c'est très très large. Et ça va toucher vraiment un petit peu toutes les équipes. Donc, il va vraiment servir de lien. Et après, on va avoir aussi le bout de chaîne qui va être finalement l'intégration. L'intégration de ce qui a été écrit, qui est un aspect un peu plus technique. Nous, du coup, en Kama, on va vraiment tout faire. C'est-à-dire, on va avoir un job de scénariste, on va dire. On va définir les enjeux, on va définir le déroulé, etc. On va avoir ce rôle de narrative designer où on va réfléchir à la manière dont on va raconter les choses et dans quels aspects du jeu on va le faire et dans quel but. Et on va avoir aussi, du coup, le rôle d'écrivain, entre guillemets, où c'est nous qui allons écrire les différents dialogues, les différents textes et les intégrer nous-mêmes. Ce qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est notamment que on se rend compte forcément de toutes les contraintes qu'on va pouvoir, auxquelles on va devoir faire face, et donc on peut écrire forcément en prenant en compte ces contraintes. Sachant que voilà, tout ce que je vais dire sur la narration forcément va être sous le prisme de ma propre expérience, et je n'ai pas fait des études en narratologie, en scénario, etc. Donc tout ça je l'ai appris plus ou moins sur le tas, et c'est vrai que nous on a une écriture un peu plus presque instinctive, j'ai envie de dire, parce qu'on va plutôt se poser la question de qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter, plutôt qu'être vraiment dans la technicité du récit, etc.
Oui, mais après, bon, c'est peut-être un peu ce qui donne un aspect un peu plus organique et qui donne un peu plus de charme que d'avoir un truc qui est peut-être mesuré, on va dire, comment dire, quantifié avec, je sais pas une formule mathématique, mais quelque chose d'extrêmement théorisé, ou peut-être ça serait un peu plus froid, peut-être comme, je sais pas s'il y a des studios de jeux vidéo qui font ça vraiment, peut-être, d'avoir vraiment un truc plus théorisé, peut-être des grands studios qui font un truc peut-être très, justement, très calibré en termes de narrative design, beaucoup moins instinctif, je sais pas. Après, moi j'y suis pas allé, donc je ne peux que présumer, mais il me semble effectivement que Quantic, par exemple, Quantic Dream, vont plutôt recruter effectivement des gens qui ont ces notions-là, qui ont fait des études ou qui ont des notions de scénario et cette technicité-là. Après, ça veut pas dire que les récits vont être froids, mais c'est plus effectivement potentiellement une approche plus quantifiable, plus sereine en fait en termes de prod. En général, c'est ce qu'on va essayer de privilégier, parce que on va pouvoir estimer plus finement les choses, etc. Bon, après, c'est rare qu'il y ait des extrêmes. Des extrêmes comme ça, en général, ça va être un mélange un petit peu de différentes manières de fonctionner, quoi. Selon le moment de la prod aussi, on va pouvoir avoir une approche beaucoup plus émotionnelle sur ok, je veux raconter ça, et puis plus la prod avance, plus les contraintes s'accumulent, et puis on va être justement là dans une optique beaucoup plus mesuré, et c'est ça en fait, que comme les contraintes s'accumulent, on va devoir être pragmatique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va être pragmatique dans notre narration et éviter le superflu. Ouais, voilà, c'est ça, oui, le truc je vois, oui, de trop, de trop en mettre, du coup, donc vous virez, vous élaguez des choses qui peut-être, en fait, vont plus perdre le ou les joueurs, du coup, histoire d'éviter de surcharger le joueur d'informations. En fait, c'est la spécificité du jeu vidéo, c'est que, contrairement au jeu de rôle, justement, c'est que forcément, toute narration aura un coût de production, et ça on peut pas, sauf cas particulier, mais on peut pas l'enlever, donc on est obligé de faire avec. Il y a vraiment dans ce métier-là, en fait, il y a pas que raconter les histoires, raconter une histoire interactive, il y a aussi vraiment tout cet aspect de avec les moyens qui me sont donnés, comment je vais pouvoir répartir mes billes et mes ressources pour raconter la chose que je veux raconter. Et c'est vrai que forcément, selon là où on en est et les prévisions qu'on a fait, on va changer une mise en scène, on va adapter en fait la manière dont on va raconter les choses, même si voilà, souvent dans le cadre de Dofus, nous on est live ops, c'est-à-dire qu'on fonctionne par mise à jour, on est toujours en flux tendu, donc c'est une manière qui est quand même particulière de travailler. C'est sûr que dans un projet de jeu, voilà, dans une production plus classique, à un début et une fin, on va pouvoir budgétiser beaucoup plus finement forcément le budget narratif et ce qu'on va se permettre de faire, et du coup faire des choix de narrative design en fonction. C'est-à-dire on va se poser les questions de est-ce que notre narration elle sera plutôt environnementale, est-ce qu'elle sera plutôt basée sur des dialogues, est-ce qu'il y aura des cinématiques, est-ce qu'il y en aura beaucoup, peu, est-ce que les dialogues seront doublés, par exemple? Est-ce qu'on va payer un doublage, ou est-ce que il n'y aura pas de doublage? Comment on va représenter les personnages à l'écran? Est-ce que ce sera des portraits qui seront dessinés? Est-ce qu'il faut faire des variations de ces portraits? Est-ce que c'est des avatars en 3D qu'on va utiliser, etc. Chaque choix du coup presque technique en fait qu'on va faire aura des conséquences sur les autres équipes et sur forcément le temps qu'elles vont devoir passer en fait sur certains aspects. Et donc il va falloir trouver effectivement un équilibre entre toutes ces variables là en termes de narrative design. D'accord, oui, c'est une sorte d'éviter de partir dans des idées complètement folles et irréalisables dans un temps donné. Je vois. Bah oui, c'est ça, c'est bien ça qui nous différencie, on va dire, du simple écrivain, c'est que on doit vraiment prendre en compte toutes ces contraintes là, et on est vraiment au cœur de la production. Donc c'est vraiment le cœur de notre métier finalement, et on s'y attend pas forcément, parce que quand on entend narrative design, on se dit oui, ok, c'est ceux qui écrivent l'histoire du jeu et qui font en sorte voilà, qu'elle apparaisse dans tous les éléments, mais voilà, pour moi il y a vraiment cet aspect là qui est indissociable, tout simplement du fait que le jeu vidéo va faire appel à des comment dire, c'est un médium de l'enjeu en fait, c'est-à-dire on va engager le joueur dans le jeu, et donc on doit faire en sorte qu'il interagisse avec le système.
Et pour ça, à chaque fois, on va devoir se demander, ok, quels sont les signes que le système va lui apporter pour lui donner des informations, et quels seront les feedbacks que le jeu va renvoyer face à l'action qu'il aura fait. Et du coup, tout ça, forcément, quand on l'analyse presque froidement, c'est très technique finalement. Et c'est ça notre travail, c'est d'adapter la narration à cette interaction entre le joueur et un système de jeu. Et c'est ça qui fait notre particularité en termes de métier finalement. C'est prendre en compte l'interaction avec le système, voilà, si je devais résumer. C'est bien différent, du coup, on raconte pas une histoire dans un jeu vidéo comme on le ferait, on va dire, au cinéma ou en littérature, justement, comme tu le disais, où on est vraiment un peu avec métier d'écrivain, on va dire. Donc il y a cet aspect production d'un côté, et puis après, pour reprendre ta formule, on raconte pas une histoire pareille. Alors oui et non, ça va dépendre aussi de notre style de jeu et notre style de narration. Le jeu vidéo en fait va emprunter à peu près tous les autres arts qui l'ont précédé pour générer de l'émotion, notamment la musique, pour tout ce qui va être visuel. Les cinématiques vont emprunter beaucoup au cinéma. En fait, il y a des codes des autres arts qu'on va utiliser forcément. On va adapter selon certains aspects. Donc voilà, si je me dis dans mon jeu il y aura des cinématiques, je vais emprunter les codes, certains codes du cinéma pour servir ma narration. Pour la musique, je vais devoir forcément réfléchir au code de cet art-là, sur comment je vais pouvoir, quel type de musique va renforcer cette émotion-là, comment cette musique peut renforcer ma mise en scène, ce genre de choses. Donc on va vraiment puiser dans tous les arts. Donc c'est pour ça que c'est à la fois un peu comme tous les arts, mais à la fois forcément c'est le fait d'amalgamer tout ça et en plus avoir cette notion d'échange avec le système de jeu, ça fait la spécificité du jeu vidéo. Donc il faut vraiment être curieux de toutes les formes d'art et d'œuvre en fait pour pouvoir faire ce métier-là finalement. Parce qu'il faut être capable de comprendre toutes les spécificités à chaque fois, tous ces codes-là, pour choisir, en fait, faire les bons choix sur les mises en scène et la manière dont on va restituer la narration de notre jeu. Oui, il y a beaucoup de... Enfin, je me reconnais beaucoup en tant que maître du jeu dans ce process. Justement, je pense qu'on commence à entrevoir un début de parallèle entre le job, entre gros guillemets, de maître du jeu. Voilà, on a abordé un petit peu justement l'aspect, on va dire, de ton travail avec un peu l'élément technique pour que vraiment un peu tout le monde puisse arriver à comprendre, on va dire, à un peu palper, on va dire, la réalité du terrain, entre guillemets. Admettons du coup une petite mise en situation, admettons que ce soit vraiment au point de départ de la création d'une histoire dans un jeu. Alors peut-être on va prendre une quête pour éviter de vraiment tout partir, alors c'est toi qui vois après, mais peut-être de devoir prendre un exemple beaucoup trop large. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe pour construire la narration, pour construire ce genre de narration, une expérience ludique que doit être cette quête ou cette histoire dans le jeu vidéo du coup? Alors évidemment pour moi ça va dépendre du type de jeu qu'on veut faire. On n'aura pas forcément les mêmes approches si on parle d'un jeu, d'un concept de mécanique de jeu et qu'on va greffer la narration par-dessus, ou au contraire si on part sur une thématique qu'on veut absolument aborder et on cherche des mécaniques de jeu qui vont renforcer cette thématique-là. Donc pour moi ça va vraiment dépendre de comment on va faire. Dans mon travail, dans notre travail, je ne suis pas tout seul. Quand on va travailler sur une nouvelle mise à jour qui aura de la narration, je sais pas si c'était systématiquement le cas d'ailleurs. Lorsqu'on va faire un contenu, on va plutôt effectivement se partir. Il y aura toujours des contraintes gameplay par exemple. On sait qu'on veut faire une zone de tel niveau pour combler tel trou dans la progression du joueur par exemple. Il y aura toujours des petits trucs comme ça, ou alors on va partir sur une refonte, on part avec un existant qu'il va falloir remanier, ce genre de choses. Bon, ça c'est spécifique au fait qu'on travaille sur un jeu qui a presque 20 ans. On va se poser la question globalement de quelles sont les grandes thématiques qu'on va aborder. Souvent on va pouvoir faire par exemple un brainstorm, on va chercher des mots-clés, on va chercher ce qui nous inspire en fait tout simplement dans ce que on va vouloir raconter. Si je devais prendre un exemple concret, on a fait la refonte de Pandala. Donc qui est évidemment très fortement inspiré des mythologies asiatiques. Lorsqu'on s'est lancé dans cette refonte-là, on savait dès le début qu'on voulait quelque chose de beaucoup plus spirituel, ce qui était Pandala dans les premières versions de Dofus. On voulait vraiment mettre en avant ce côté, des esprits, donc les yokai apparaissent, et on veut vraiment mettre en avant cette cohabitation entre un peuple
et un autre peuple, entre guillemets, un peuple spirituel qui finalement a toujours été là et reprend un petit peu ces terres comme si elles leur revenaient de droit, et comment on les fait cohabiter, et c'est ça en fait, c'est tout ce conflit-là qui a ensuite alimenté toute notre narration. Donc on a fait, on a traité les différents éléments, on a traité forcément le yin et le yang avec le Wukin et le Wukong, tout ce genre, on est allé puiser forcément dans des concepts abstraits aussi pour créer nos propres concepts et nos propres thématiques. Et à partir de là, une fois que on a un petit peu cadré l'univers, on a placé un peu le setting, le cadre, on va commencer à réfléchir finalement au scénario. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on va raconter, quel sera le but du joueur. Et c'est là qu'on va commencer un petit peu un travail hybride en fait entre scénariste et narrative designer. C'est-à-dire qu'on va commencer un scénario, et en même temps, on va commencer à greffer dans la réflexion, concrètement, qu'est-ce que le joueur va gagner, quels seront ses objectifs long terme et court terme. On va commencer à réfléchir en combien d'actes sera racontée l'histoire. Et ces actes-là, ça peut être du coup découpé en quêtes. On va devoir réfléchir à quelle récompense on va donner à chaque étape. Dans le cas de Pandala, encore une fois, on a décidé, surtout pour des raisons de prod, donc là on revient encore une fois sur les contraintes techniques qui nous obligent à nous adapter. C'était tellement énorme ce qu'on souhaitait faire qu'on a dû diviser en plusieurs actes l'histoire. Donc on a eu le Pandala 1 qui était l'île principale avec les différents éléments. On a eu l'île de Grob qui était sur une thématique sur les ancêtres, les samouraïs, les fantômes, ce genre de choses. Et ensuite on a eu un troisième acte qui était Pandala 3 avec la dimension du Wukin et du Wukong, où là on était sur quelque chose de beaucoup plus conceptuel, avec une dimension de l'encre, une dimension du papier, et des thématiques liées à l'écriture, à l'imagination, aux légendes, ce genre de choses. Mais c'est aussi une contrainte de production qui a fait qu'on a dû fonctionner comme ça. Et à chaque fin d'extension, donc pendant la 1, 2 et 3, les joueurs obtenaient un Dofus, le Dofus d'encre, le Dofus de papier, et puis le Domakuro qui est la fusion des deux, et qui est finalement la récompense représente aussi finalement la narration globale, puisque le but du personnage est de réunifier deux dragons qui ont été séparés par des circonstances assez exceptionnelles. Je sais pas si, si c'est assez clair, mais j'ai essayé de mélanger. Mais c'est très bien. Puis on voit qu'il y a un côté très imbriqué aussi, parce que bon, j'ai simplifié forcément un peu ton métier à narrative designer, mais c'est imbriqué aussi avec le game design, etc. et tout. Genre, il y a vraiment, tu mets bien en avant aussi le fait que c'est pas les narrative designers dans leur coin, les mecs, genre tout le monde, vous avez vraiment une machinerie en fait qui est très imbriquée pour pouvoir accompagner, que tout soit fluide en fait, qu'on n'ait pas de dissonance ludonarrative comme on dit dans le jargon, et que ça se tient, que ce soit cohérent de bout en bout avec le gameplay, et à la fois et qu'il y ait un sens dans le gameplay, et que le gameplay puisse donner du sens à la narration aussi, quoi. C'est très riche. Hein. On est effectivement avant tout des game designers, c'est juste le narrative design est une spécialité. Il y a d'ailleurs certains game designers qui revendiquent presque la disparition du terme narrative designer, parce que finalement, on n'est pas dans notre coin à faire de la narration, on est des game designers, on va forcément parler avec les autres équipes, les faire intervenir, et la narration n'est pas que en fait, tout le monde doit s'en préoccuper. C'est ça que je veux dire, c'est que les graphistes, les animateurs, les level designers, les compositeurs, en fait, tout le monde participe à la narration, chacun à sa manière. Nous, on va être des game designers spécialisés dans l'orchestration finalement de toute cette narration que tout le monde produit en fait. Et effectivement, on est un peu les garde-fous narratifs de la production. C'est-à-dire, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas des dissonances narratives. Je sais pas, par exemple, on crée une mise en scène très dramatique, Rentron il pleut, etc. Et la musique c'est du gros métal, etc. Bah oui, non, là, alors évidemment on n'arrive jamais à un taux d'incompréhension qui arrive à une dissonance aussi forte, mais on peut avoir des dissonances un peu moins importantes, on va dire, qui peuvent poser quelques soucis. Et donc c'est pour ça qu'on va accompagner les autres équipes, discuter avec eux, que tout en fait s'imbrique le plus parfaitement possible, avec toutes les contraintes forcément qu'on a. Mais voilà, chacun participe à la narration à sa manière, et donc il n'y a pas que les game designers narratifs qui ont cette responsabilité là finalement. Ça, il y a vraiment un tout, ça aussi, ça c'est très... j'allais dire, je milite, non c'est pas vrai, je milite pas, mais j'accorde
j'accorde une très grande importance à la musique, à échelle de récupération, parce qu'évidemment, j'ai pas une équipe de compositeurs pour mes jeux de rôle. J'accorde une grande importance à la musique, et je passe beaucoup d'heures à choisir mes musiques dans les jeux de rôle. Et c'est vrai que oui, voilà, il y a vraiment tout le monde un peu, que ce soit, comme tu le dis, voilà, qu'il y a vraiment tout le monde participe un peu à la narration, forcément, notamment au niveau de la musique, mais même au niveau du design de personnages ou autres. Une illustration peut raconter beaucoup à elle toute seule, et participer aussi, enrichir la narration au-delà de l'histoire en elle-même. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que je suis resté, dans l'exemple, je suis resté quand même très high level, on va dire. Mais oui, forcément, les personnages... en fait, dans un jeu comme Dofus, notre principal support narratif, ça va être les dialogues. On a un moteur qui est vieillissant, et donc c'est très difficile pour nous d'avoir des outils qui nous permettent d'avoir d'autres formes. Donc on essaie de les développer, etc. Mais on va avoir du mal à faire de la mise en scène. Donc on sait que la quasi-totalité de notre narration va passer soit par des dialogues, soit par des textes écrits, sachant que les textes écrits, c'est pas forcément... ça fait partie des outils narratifs les moins engageants, en fait. Faut vraiment que le joueur il soit de base passionné par ton background ou parce que t'es en train de raconter pour qu'il se tape un gros paragraphe. Du coup, forcément, nous, les dialogues, ça va être super important, et donc nos personnages aussi. Parce qu'on sait que notre narration va essentiellement passer par eux. Donc on va passer énormément de temps à créer des personnages. On a énormément de personnages, notamment, qui vont représenter des concepts. On a un univers qui est fantastique, donc on va avoir, par exemple, Draconiros, qui représente les rêves et les cauchemars. C'est un dragon, et en général, la plupart des dragons sont importants dans nos histoires et représentent des choses, des concepts assez forts. Et en fait, ces personnages-là vont servir souvent de référents dans nos narrations, et on va souvent les utiliser pour faire avancer des intrigues plus globales entre certains arcs narratifs, ce genre de choses. Et après, on va avoir des personnages qui sont beaucoup plus spécifiques, qui vont avoir des enjeux beaucoup plus locaux. Si je reprends encore l'exemple de Pandala, mais il y a d'autres exemples, il y a forcément d'autres exemples dans le jeu, mais je trouve qu'il est vraiment presque cas d'école dans ce que... parce qu'en plus, il est relativement récent. Les dragons d'encre et de papier, ils représentent des concepts, ils font partie du fil rouge en fait narratif qui a duré pendant 1 an et demi, quoi. Et après on va avoir des personnages comme la Damia, qui représente un peu l'autorité presque administrative en fait de Pandala, et qui est celle qui représente la coopération entre les yokai et les Pandawa, donc et les différents peuples qui sont sur l'île. Et donc c'est elle qui va être au cœur de toutes les quêtes qui vont amener le joueur à régler les problèmes dans les différentes zones. Donc forcément, c'est un personnage qui est important, et puis après on va avoir des personnages qui vont être vraiment très très locaux, et qui vont avoir une importance narrative, mais que dans la région dans laquelle ils sont, voire même que durant une quête. Et à chaque fois, nous on va se poser la question, ok, il faut que je raconte ça. On a développé un bout d'histoire dans une région, typiquement pour la région de Feudala, qui est inspirée de la Chine et des fêtes des Lampions. J'avais imaginé une petite histoire comme quoi lorsqu'on veut habiter dans cette région-là, on nous donne un lampion, on doit réaliser une espèce de marche rituelle, puis on l'enterre, et de ce lampion va naître un arbre à lampion, et c'est notre arbre à nous, et c'est lui qui... on doit le protéger de toute notre vie, et c'est lui qui nous ancre en fait à cette terre-là finalement. De cette simple idée-là, cette petite histoire, je me pose la question, ok, comment je vais faire pour raconter ça aux joueurs? Et j'ai plusieurs manières de le faire. Et finalement, je l'ai fait dans la quête principale. Donc c'est la quête principale le joueur va suivre en fait ce parcours-là, etc. Mais j'aurais très bien pu décider que ça allait être une quête où l'arbre en lampion de quelqu'un est en train de mourir. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu apprends cette tradition. Mais en fait, on a plusieurs manières de... ça aurait très bien pu être dans un livre, dans une bibliothèque, en fait. Enfin, voilà, tout ça, c'est pour dire qu'on a plein de manières, en fait, finalement, de raconter la même chose. Et c'est selon l'importance qu'on veut lui donner, et à quel point ça va être utile, en fait, à l'accomplissement de l'objectif du joueur, qu'on va choisir une ou l'autre solution, et aussi, encore une fois, les contraintes et les coûts qui peuvent jouer aussi sur ce genre de choses. J'aime bien l'idée du coup de savoir comment raconter quelque chose avec les moyens, on va dire les moyens du bord. C'est très réducteur, mais disons que ça va prendre sens un peu avec la question d'après, parce que c'est un peu nous, c'est un peu notre cas, nous les maîtres du jeu, c'est c'est une réflexion qui, je pense, doit nous traverser aussi, c'est comment raconter
raconter quelque chose avec ce qu'on a et les contraintes qu'on a en plus, alors qu'ils sont pas forcément les mêmes. Mais justement, donc là, on va rattacher un peu avec le jeu de rôle. Donc comme j'ai dit, oui, tu as fait du jeu de rôle assez récemment. Alors déjà, avant de rentrer un peu plus dans les questionnements et les parallèles, est-ce que c'est une expérience qui t'a plu en premier? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et ton ressenti de tes premiers pas en jeu de rôle du coup? Ah, j'adore le jeu de rôle. Vraiment. J'ai toujours été fasciné par ça. Je l'avais évoqué un tout petit peu au début. C'est toujours quelque chose qui m'avait fasciné. Ce fait d'incarner un personnage, avoir sa fiche de perso, etc. Tout ça, ça me faisait rêver en fait quand j'étais plus jeune. Ma toute première expérience, c'était du Donjons et Dragons 2e édition, je crois. C'est dans une colonie de vacances, un animateur qui avait eu la gentillesse de me faire une initiation. Et après ça, j'avais continué sur les Donjons et Dragons, mais 3.5. Que j'avais aussi bien aimé. Donc tout ça, c'était toujours des initiations, des trucs un peu épars. Et j'ai vraiment commencé à m'impliquer avec le jeu de rôle Nahalbuck, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'aimais bien finalement qu'il se rapproche de ce que je connaissais déjà, donc Donjons et Dragons, mais tout en ayant cet humour caractéristique qui rendait les choses un peu plus légères et plus simples aussi, j'avais trouvé, notamment pour le roleplay. Il y a moins ce côté, tu dois te prendre au sérieux, tu dois être juste dans ton propos, dans ton interprétation du personnage en fait. T'es beaucoup plus libre. On peut faire de l'interprétation très sérieuse dans Nahalbuck, mais voilà, je le trouvais moins intimidant. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire exactement. C'est moins, t'es plus relaxé, disons, de tenir un RP. Ouais. Et puis du coup, c'est avec Nahalbuck que j'ai tenté ma première expérience de maître du jeu. Ça s'est relativement bien passé, mais pour la première fois, j'ai été confronté à la nécessité de tricher avec les dés. Et c'est là que j'ai compris que, effectivement, les règles c'est bien, mais préserver l'amusement des joueurs c'est mieux. Et du coup, c'était ma première réalisation, je crois, ma première leçon auto-apprise, où je me suis dit, ok, en fait, j'avais tout simplement un joueur qui avait raté tous ses jets de toucher et tous les combats n'avaient pas réussi un seul coup. Et à un moment donné, j'avais dit, vas-y, tu touches quand même. J'avais donné une explication, je sais plus pourquoi, genre, voilà, t'as un bonus parce que t'es énervé, et du coup, tu retapes derrière, etc. Et en fait, ça a été presque une libération de me dire, mais en fait, je suis pas obligé de suivre ces règles et je peux juste faire en sorte que les joueurs s'amusent, en fait. Et après ça, en tant que joueur, j'ai commencé une campagne sur Pathfinder. Et justement, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu cette révélation en tant que maître du jeu avant, mais j'avais trouvé le jeu très 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 rigide. Et autant j'avais apprécié y jouer, mais c'est vrai que sur la durée, après plusieurs mois, ça avait commencé un petit peu à me lasser, et je commençais à me dire que c'était pas forcément le jeu de rôle fait pour moi finalement. Et au même moment, j'ai découvert le jeu de rôle Avatar, le dernier maître de l'air, qui était passé en financement. Et par la même occasion, j'ai découvert du coup le système Powered by the Apocalypse. J'ai trouvé ça incroyable, et ça m'a vraiment complètement chamboulé la vision que j'avais du jeu de rôle. Ouais. Pareil. Jusqu'à présent, voilà, moi j'étais très... Oui, pardon, vas-y. Non, oui, exactement. Non, mais j'appuie tes propos, vraiment, oui, c'est exactement pareil. Pardon, c'est pas pour te couper, mais oui, PBTA, c'est absolument incroyable, je trouve. J'ai eu un peu le même chamboulement aussi. Ouais, c'est vraiment un changement de paradigme total, en fait. Quand toute ta vie, tu as été... pour toi, le jeu de rôle, en tout cas pour moi, je veux dire, le jeu de rôle, ça a toujours été un maître du jeu charismatique, presque effrayant, entre guillemets, par son côté mystérieux, voilà, et on redoute toujours en fait de ce qu'il va nous dire et de ce qui va se passer. Et quand j'ai découvert ça, en fait, je me suis rendu compte que oui, on pouvait faire du jeu de rôle autrement, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a complètement chamboulé, et je me suis énormément documenté dessus. J'ai dû casser énormément de mon apprentissage en fait de joueur de jeu de rôle finalement, parce que c'est pas du tout inné, je trouve, de faire du PBTA pour le coup. Et j'ai eu envie de faire une séance de test avec des débutants, ce qui était une très très mauvaise idée. Et c'est là que j'ai eu mon deuxième enseignement de maître du jeu. C'est que, en fait, pour moi, comme les règles étaient beaucoup plus permissives, ça allait aider les joueurs en fait à tester le jeu de rôle pour moi.
Mais en fait, dans la pratique, justement, c'est pas si facile que ça d'incarner un personnage et de se dire tu es libre de faire ce que tu veux. Justement, cette liberté est presque effrayante pour certains, surtout pour les débutants, je veux dire. Et du coup, ça s'est bien passé pour certains, moins bien passé pour d'autres. Et du coup, voilà. Après ça, j'ai découvert le jeu de rôle auquel je joue actuellement en tant que maître de jeu. Bon, là, on a fait une pause. Mes joueurs les joueurs me tannent pour qu'on reprenne. Là, c'est plus le temps libre qui manque, mais c'est Shan Renaissance, qui est pas forcément hyper connu, je sais pas trop en fait. Alors c'est la nouvelle version de Shan, qui était un jeu de rôle qui est un peu âgé, mais du coup Shan Renaissance utilise un système. Alors comment le simplifier ? En gros, on va avoir 3 barres de vie entre guillemets. On va avoir l'âme, l'esprit et le corps. Et à chaque fois qu'on va faire un jet, en fait, on va lancer 3 dés. Chaque dé correspond à ces 3 concepts-là. Et en fait, il part du principe que un être humain est composé par 3 entités élémentaires presque. Du coup, voilà, son âme, son esprit, son corps. Et du coup, on n'existe que par le fait d'être composé de ces 3 choses-là. Et à chaque fois qu'on fait des jets, on lance ces 3 dés là, et on a la possibilité, si on a raté le jet qui correspond à notre action, si je veux taper quelqu'un, je vais faire un jet de corps, mais si j'ai réussi mon jet avec l'âme, je vais pouvoir puiser dans mon âme pour quand même réussir mon action de corps. Et en fait, j'ai trouvé ça... Bon, pour ceux que ça intéresse, là j'ai résumé grossièrement, mais dans l'idée, ce que je trouvais intéressant, c'était pour, encore une fois, j'étais dans une optique de, je suis débutant en tant que maître du jeu, j'ai des joueurs débutants. J'ai trouvé ça vraiment très sympa d'avoir cette possibilité de réussir ses actions beaucoup plus facilement. Il y a un coût, attention, parce qu'à chaque fois on puise dans nos différentes réserves, etc. Mais ça permet, de quand même réussir. Et même narrativement, c'est intéressant parce qu'on va essayer de justifier d'une autre manière la réussite de l'action. Et ça va amener des nouvelles choses. Un peu comme le PBTA finalement, où on n'échoue jamais vraiment, c'est juste que notre action réussit mais n'a pas les conséquences qu'on s'attendait. Et finalement, ça a très bien marché avec mon groupe. Et donc on a fait plusieurs séances. Et donc c'est le jeu de rôle qui pour le moment me convient le mieux, surtout qu'en plus c'est un mélange entre... c'est inspiré d'Avatar, mais cette fois le film avec les êtres bleus. C'est-à-dire il y a un mélange entre un côté fantasy et un côté justement très futuriste avec très cyberpunk en fait. Et donc selon où on va être dans l'univers et le contexte, on va pouvoir avoir des séances de jeu qui n'ont rien à voir en fait en termes de thématique et d'ambiance. Donc grossièrement mon parcours de joueur. J'avais un petit peu regardé Fibre Tigre aussi, mais très très peu. Mais j'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé ça intéressant effectivement. C'était la première fois que je voyais de l'actual play et j'avais bien aimé la philosophie de son jeu de rôle sur le côté ne pas trivialiser les combats, en fait. Le fait de tuer quelqu'un et que le combat et tuer quelqu'un doit être vraiment la solution la plus extrême qui soit. Et finalement, le système va pousser et récompenser les joueurs à faire du roleplay, à tenter de convaincre, à tenter de faire des diplomaties, de manipuler, ce genre de choses. Et que tuer quelqu'un, ça ou même combattre en fait, ça a des conséquences et il le fait bien comprendre à ses joueurs. Et je trouvais ça intéressant comme philosophie en fait finalement de responsabiliser les joueurs en fait aux actions de son personnage tout simplement. Oui, puis d'avoir du coup de mettre un peu plus l'accent justement sur la narration après plutôt que de faire ce qu'on dit typiquement. Bon après sans jeter la pierre non plus, c'est vrai que ça peut être marrant des fois de faire le fameux porte-monstre trésor. On est juste là pour tambouriner du gobelin qui passe par là, qui n'a absolument rien demandé. Parce qu'ils ont le malheur d'être devant une porte de trésor, ils vont s'en prendre plein la gueule. Et du coup, au moins, ça amène un petit peu plus. C'est une porte ouverte, du coup, un petit peu plus sur le roleplay. Et peut-être après, ça peut être intéressant aussi pour les joueurs débutants, notamment avec ton système là que tu dis justement là, avec l'âme, le corps et tout. C'est très. Je connaissais pas, mais en tout cas, ça a l'air très très intéressant. Et du coup aussi, alors. Est-ce que tu vois ou tu entrevois des similitudes justement entre le job de maître du jeu et ton travail de narrative designer? Est-ce que tu as vu il y a des parallèles un petit peu qui se tracent, tu vois des ponts, parce que c'est une expérience un peu unique de ta part, disons que tu fais maître du jeu en étant narrative designer de base, je suis très intéressé d'avoir ton retour là-dessus justement. Il y a évidemment plus que des parallèles, il y a même une parenté en fait, parce que finalement en plus, moi, je bosse sur du coup un MMORPG, donc vraiment
un jeu de rôle, et donc forcément, la plupart des codes que nous on utilise sont hérités du jeu de rôle. On a des PNJ, ça vient du jeu de rôle. Enfin, en fait, le jeu de rôle a été précurseur d'énormément de choses et a façonné en fait énormément de codes narratifs et de presque de règles en fait que nous on suit parce que ça fonctionne et c'est presque du bon sens finalement. Oui, quand on est maître du jeu, on va se poser les mêmes questions qu'un narrative designer finalement. On va créer un scénario qui va avoir des objectifs de gameplay, des récompenses. On va disséminer, on va se dire ok, là il y aurait tel personnage, s'il décide de lui parler, ça peut déclencher telle thématique, telle histoire, etc. Et à la fin, je pourrais leur mettre telle récompense. Et en fait ça finalement c'est créer une boucle de jeu. C'est se poser la question, ok, quel serait l'objectif, quelles seront les péripéties et du coup la difficulté pour les joueurs, et quelle est la récompense potentielle. Scénariser encore une fois une partie de jeu de rôle, ça va être donner corps aux personnages, les caractériser, tout ça. Finalement c'est le travail que nous on fait. Par contre, l'énorme différence qu'il y a entre les deux, c'est que le jeu de rôle n'a pas les contraintes d'un jeu vidéo. Il se repose sur l'imagination des joueurs en fait. Et ça c'est pour moi c'est surtout une force. Certains le voient un petit peu, je dirais, comme une faiblesse, peut-être même, enfin peut-être pas de manière complètement assumée mais c'est vrai qu'on va essayer de plus en plus, j'ai l'impression que le jeu de rôle essaie de mettre énormément d'illustrations, de faire de plus en plus de mise en scène. J'avais vu sur ta chaîne notamment un outil où on pouvait immerger les joueurs dans des avatars en 3D façon MMO, etc. Et en fait on se rapproche de plus en plus de la narration du jeu vidéo quoi. Et à mon sens on perd un petit peu la force du jeu de rôle, qui est que justement on ne s'octroie aucune limite. Si vous avez envie que les personnages ils soient dans la taverne, etc., et puis tout d'un coup un dragon multicolore avec une aura de flamme gigantesque défonce le toit de la taverne, vous pouvez. Si vous êtes dans un jeu vidéo, ça veut dire qu'il faut que je demande au graphiste de faire un dragon, qu'on produise une cinématique, qu'on mette une musique dramatique, qu'on fasse toute la mise en scène. Et évidemment ça va avoir un coût aussi démentiel qu'on souhaite on souhaite que la scène soit impactante. Oui, c'est impactante. Et donc du coup, pour moi c'est ça la force du jeu de rôle, c'est que le maître du jeu peut, il n'y a pas de coût en fait dans ce qu'il va raconter, donc vous pouvez vraiment complètement partir dans des délires tant que ça reste vraisemblable forcément et à propos. Alors que nous on a vraiment cette contrainte là de tout ce qu'on va faire à un coût. Et d'ailleurs un des derniers jeux que j'ai fait, c'est Final Fantasy XVI. Je trouve que c'est un cas d'école assez parlant justement de cet aspect, chaque chose a un coût. Dans Final Fantasy XVI, je vais pas spoiler, mais c'est une aventure qui est quand même qui est linéaire en fait. On va raconter une histoire et en fait quand on va voir des éléments qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est forcément que c'est lié à une quête secondaire en fait, quasiment systématiquement. Et en fait si je vais arriver devant une porte et que cette porte est fermée, en fait elle est pas fermée par choix, elle est fermée parce que puisqu'ils n'avaient pas de raison d'ouvrir cette porte, ils ne vont pas le faire pour des raisons de coût finalement. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans le jeu, c'est que ça a un sens en termes de narration, ça va faire avancer quelque chose, ça va faire avancer une narration secondaire ou la narration principale, et ça donne presque ce côté c'est un théâtre en fait, c'est une scène de théâtre pour tout ce qui va se passer. Et tous les jeux ne font pas ce choix-là, donc tous les jeux à monde ouvert forcément ont des moyens assez démesurés, etc., mais vont faire le choix de pouvoir interagir avec plein de choses, même si ça n'a pas forcément de sens dans la narration. Mais ouais, je trouvais ça intéressant en FF16 que il se soit focus autant sur cette narration principale que je trouve vraiment très sympathique et surtout spectaculaire. Et du coup, ça a été au détriment de plein d'autres choses qu'on pourrait penser maintenant, après avoir côtoyé plein de jeux comme The Witcher, etc., comme étant absolument nécessaires. Pourquoi je ne peux pas rentrer dans cette maison ? Parce qu'en fait, cette maison n'avait aucun intérêt. Mais pour certaines personnes, ça peut briser un petit peu l'immersion. De ce côté, ah oui, mais du coup, j'ai des interactions qui me sont pas possibles. Et encore une fois, dans le jeu de rôle, on n'a pas à faire ce genre de choix. On n'a pas à... tu veux rentrer dans cette maison, pas de souci. Je vais imaginer en 4 secondes ce qui peut se trouver dans cette maison. Si je l'avais pas préparé avant. Et donc, pour moi, les deux
deux sont très semblables, et même si je comprends totalement, parce que finalement la limite du jeu de rôle c'est aussi l'imagination, et le fait que le MJ va raconter quelque chose, et chaque joueur va se faire une représentation mentale qui lui est unique de ce qui est en train de se passer. Et forcément, avoir des supports visuels type jeu vidéo, ça permet d'unir la vision de tout le monde et être sûr que tout le monde a exactement la même vision. C'est pareil pour une illustration, etc. Mais voilà, en fait, faut se dire que plus on va rajouter de supports et d'outils en fait au jeu de rôle, et plus on va perdre son essence même, qui est la liberté de faire exactement et de raconter exactement ce qu'on veut de la manière dont on le veut. Et moi, je trouve que c'est très libérateur quand on est, voilà, justement, narrative designer comme moi et qu'on se bat chaque jour face aux contraintes et à la réalité en fait d'une prod, en fait de pouvoir tout simplement raconter, partir dans les délires et faire absolument ce qu'on veut, même si ça peut être très sérieux, hein, mais du coup voilà. Je trouve que c'est vraiment la beauté du jeu de rôle, elle réside dans ça, quoi, dans cette liberté totale. Je vois, il y a un côté un peu libératoire à la fin de la journée. Ouais, presque. Hein. Après toutes les contraintes, non, on ne peut pas mettre Gaël, ton dragon multicolore. Non, on ne peut pas. Alors, je n'ai pas de king particulier sur le dragon multicolore, mais... Et puis à la fin de la journée, non, mais je vais le mettre dans mon jeu de rôle parce que c'est comme ça. Ouais, non, mais par exemple, il y a presque un côté catharsique en fait quand on veut raconter des histoires. Le jeu de rôle permet cette liberté totale. Et après, voilà, la grosse différence aussi, ça va être le MJ a une force, un avantage considérable, c'est l'improvisation. Et dans un jeu vidéo, l'improvisation n'existe pas. Alors, on peut avoir des systèmes qui sont procéduraux. C'est-à-dire qu'ils vont réagir à des règles qui ont été préécrites, ou alors on peut imaginer dans le futur, on en reparlera, mais voilà, des trucs qui s'adaptent façon IA, etc. Mais dans l'immense majorité des cas, on a un système qui est figé et qui va forcément réagir d'une certaine manière. En fait, on a différents types de narration qu'on peut faire. Hein. La majorité, ça va être tout ce qui est linéaire et scripté, donc Uncharted, God of War, etc. Donc ça, c'est vraiment des presque cinématographique en fait, on va maîtriser complètement la narration, les moments, on va prendre la caméra si on en a besoin pour montrer quelque chose d'une certaine manière, etc. Et après on va voir tout ce qui est narration en éventail ou en entonnoir, c'est tout ce qui va être, je fais un choix, du coup j'ai deux voies possibles. Et ça c'est un coût mais complètement astronomique, donc c'est quelque chose qu'on évite de faire. Mais il y a des jeux qui l'ont fait, hein, forcément, y a Stanley Parable, et après il y a tout ce qui est visual novel aussi qui peuvent le faire. Mais du coup, ça a un coût astronomique, et donc du coup, c'est que du texte quasiment, les visual novels. Et c'est principalement pour ça, en fait, parce que c'est tellement coûteux qu'on ne peut plus se permettre que de faire quasiment que du texte, en fait, pour pouvoir remplir, en fait, tous ces trucs-là. Et après, on va avoir tout ce qui est aussi... on peut mettre quand même des fins alternatives, je pense à Fable, par exemple, ou à Star Wars Knights of the Republic, où selon si on a choisi d'être bon ou méchant, on va pas avoir les mêmes implications narratives. Mais ils se sont limités, voilà. C'est-à-dire on a deux, on a deux fins possibles, quoi. On n'en a pas. Oui, c'est ça. 36. Oui, c'est comme. Je vois beaucoup de jeux d'ailleurs qui se targuent d'avoir énormément de scènes de fin possibles. Bon, c'est juste des fois, il y a le chiffre est gonflé par des micro-variations, savoir dire... Pense à Nier Automata, peut-être ? Alors, je sais pas joué à Nier Automata, mais je pensais là, j'ai vu ça récemment, là, Baldur's Gate 3 dit qu'il va avoir je sais plus combien, une quantité de scènes incroyable. Et je suis en mode, oui, c'est juste, il va y avoir une variation en mode, oui, tel PNJ, il y a tel PNJ vivant dans la cinématique de fin, et là, il est pas là. Ça fait deux fins, mais en réalité, c'est la même histoire, c'est la même truc narratif, c'est juste que, en fond, il y a le PNJ qui est là, qui est parmi les figurants, le PNJ est là ou pas là. Bon, c'est pas, faut pas vraiment parler de double fin, quoi. Mais après, j'ai pas de, je crois, oui, après, Nier Automata, ouais, il y a un peu ça, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup, l'histoire était incroyable, mais j'ai jamais réussi à accrocher, au design du personnage principal. Après, oui, je parle Nier Automata parce que justement, la plupart de ces fins sont presque des trolls, en fait. C'est pas des... Il y a plusieurs fins, on va dire il y en a 5 qui sont vraiment des avancées de scénario, même si c'est un peu compliqué, mais bref. Et après, c'est vrai que le reste, c'est plus des what if, presque rigolo, etc. Donc, mais c'est vrai qu'ils avaient utilisé un petit peu cet argument marketing de waouh, on a énormément de fins, alors que oui, pour moi, c'est des fins du type ok, va là-bas, tu vas dans le sens inverse, et du coup, t'as une fin du type le mec est parti dans le désert, fin du monde, finito, quoi.
Bah oui, effectivement. Mais après, on va dire, c'est intéressant dans le sens où faire des fins, c'est un coût monstrueux. Mais par contre, ça permet de récompenser l'interaction du joueur. C'est-à-dire, le joueur a vraiment l'impression d'avoir un impact. Et même si cet impact est minime, l'impact est présent quand même. Et en fait, c'est très différent. Souvent, ce qu'on va faire, voilà, c'est plus en entonnoir, quoi. C'est-à-dire, t'as un choix A et B. Et en fait, dans tous les cas, tu vas arriver au C, mais avec un micro-changement. Ou alors t'as quand même deux petites voies qui vont se séparer, mais elles vont finir par se rejoindre, en fait. Parce que t'as besoin à un moment donné pour faire avancer ton scénario que tes personnages soient en vie ou qu'il se passe ci ou ça. Et du coup, voilà, on peut juste pas se permettre de donner des choix trop drastiques. Mais il y a des jeux, voilà, qui tentent quand même de faire des choses assez incroyables à ce niveau-là. Mais c'est clairement pas la norme. Et puis finalement, la norme, c'est pas vraiment une norme, mais je veux dire, ce qu'on voit beaucoup ces dernières années, ça va être la narration au monde ouvert, hein, finalement, et The Witcher, Elder Scrolls, etc., Breath of the Wild, et en fait, tout ça, c'est une autre... les MMO sont aussi un peu comme ça, et en fait, tout ça, c'est des narrations où on maîtrise... En fait, on va essayer d'induire aux joueurs un certain rythme, un certain parcours, mais en fait, le joueur reste libre. Et du coup, que ce soit dans Breath of the Wild ou Elder Scrolls, il y a quand même un ordre narratif à respecter, mais le joueur est libre de faire ce qu'il veut et donc de prendre les histoires complètement à l'envers. Et forcément, ça c'est un truc qu'il faut assumer ensuite. Il était dans une zone qui lui correspondait pas du tout, et donc après c'est un choix de design de récompenser le joueur pour ça, pour cette exploration et le fait de faire les choses un petit peu dans le désordre, etc. C'est-à-dire juste on le récompense d'explorer, et c'est pas grave en fait si la narration elle est pas optimale. Ou alors au contraire on va rendre certaines zones extrêmement difficiles à parcourir en fait si on n'a pas fait telle narration pour avoir telle récompense. Et dans ce cas-là, c'est presque un biais de design parce qu'on offre une récompense mais on punit le joueur pour explorer, quoi. Du coup, il y a certains joueurs qui ont un peu le cul entre deux chaises à ce niveau-là sur ok, comment on veut raconter notre histoire, et parfois il y a des frictions par rapport à l'interaction gameplay qu'il y a avec le jeu. Oui, il y a des zones par exemple avec le glider justement j'ai pas le mot en français, ça y est, mais le parole qui permet de voler. Du coup, il y a des zones qui sont pas accessibles si on ne l'a pas, on peut pas sauter un gouffre ou autre, notamment dans Zelda. Donc justement, et ça c'est l'exemple que tu prenais justement pour un peu limiter, cloisonner le joueur plutôt que de faire de maquiller, on va dire, un peu le très célèbre et on va dire pas forcément très classe mur invisible à une époque dans le jeu vidéo était très présent. Après Breath of the Wild a fait le choix de créer un tutoriel comme ça qui est limité par l'obtention de la paravoile, mais il laisse quand même le choix au joueur de l'ordre dans lequel il va avancer dans les différents sanctuaires. Mais par contre, une fois qu'on est parti du plateau du prélude, alors là, la narration elle est en roue libre, et vraiment après c'est une narration qui est un peu fragmentée et beaucoup la critique à juste titre, hein. Mais après voilà, ça c'est aussi un autre type de narration, mais narration un peu puzzle en fait, où on va récolter des morceaux un peu partout et essayer de donner un sens à tout ça. Donc Dark Souls est un peu comme ça, hein, avec sa narration environnementale, on va essayer, c'est comme un gigantesque puzzle narratif qu'on va reconstituer et qui est une source de plaisir et d'amusement pour beaucoup de gens. Et puis après, il y a un visual novel qui s'appelle c'est une série qui s'appelle Zero Escape, et chaque épisode en fait a des gimmicks de narration différents qui sont hyper intéressants. Et les deux premiers en fait, c'est un système on doit ouvrir des portes avec d'autres personnages, et selon du coup les personnages avec qui on a choisi d'aller, on va créer une branche en fait narrative on a ouvert cette porte donc il s'est passé ça, et what if j'ouvre la porte avec d'autres personnes et je vais aller à un autre endroit, je vais faire ça. Donc ça c'est vraiment la narration en éventail dont on a parlé. Et Zero Time Dilemma qui est le troisième jeu, là ils ont vraiment en fait tu vas vivre des événements avec des événements à un instant T, et tu ne sais pas temporellement en fait où ils se situent, et donc tu vas juste vivre des scénettes comme ça où t'as tel et tel personnage qui sont enfermés, et puis on leur inocule un virus, et puis plus loin tu vas choisir une autre scénette où du coup là tu vas avoir une séquence où des gens arrivent un autre groupe fait un vaccin, et
en fait, je ne sais pas, par exemple, si ils ont fait le vaccin avant, est-ce qu'ils vont pouvoir les sauver, etc. Et en fait, tu vas reconstituer ce puzzle en fait en vivant comme ça des moments narratifs complètement épars. Et en fait, à la fin, il y a tout qui t'arrive à tout rejoindre pour avoir une narration cohérente. Et c'est très déstabilisant, mais c'est aussi assez intéressant comme manière de raconter une histoire finalement. Et du coup, alors si tu devais donner un ou des conseils, on va pas te limiter, aux narrative designers débutants que sont un peu les maîtres du jeu de jeu de rôle, ce serait lequel ou lesquels aussi, toi de voir. C'est une question qui est un peu difficile. Après, il y a des trucs un peu bateaux, mais on va dire être curieux de tout. Ça, c'est une force, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle. Puiser ses inspirations dans plein de sources différentes, pour moi, c'est essentiel. Pour pouvoir varier ce qu'on va raconter là, et surtout la manière dont on va le raconter. Même pour soi aussi, d'apprendre des choses. Hein, Ouais, tout à fait. Tout à fait. Souvent dans mon travail, je me retrouve ma narration va être souvent influencé par les livres que je suis en train de lire ou ce genre de choses, quoi. Donc, et puis pour moi, ouais, c'est toujours se poser la question de la cohérence, en fait, d'essayer de réduire les dissonances au maximum, préserver au maximum aussi la suspension d'incrédulité, essayer de pas faire des trucs du style je vais aller là, ben non, je peux pas. Pourquoi je peux pas En fait, faut toujours essayer de trouver des raisons vraisemblables en fait à peu près tout, et s'assurer que on garde le même ton dans ce qu'on raconte. Je pense que après, encore une fois, moi je suis très influencé par le fait que je bosse dans le JV, donc forcément des conseils adaptés au jeu de rôle. Mais des conseils du coup même peut-être pour un débutant narrative designer, du coup pas forcément sans pour autant être ultra adapté au jeu de rôle, mais disons que voilà, plutôt pour un narrative designer débutant, du coup tu peux aller aussi sur des conseils plus focusé JV, et après les auditeurs les extrapoleront pour le jeu de rôle. Après pour moi, ouais, dans le JV, c'est vraiment être capable d'être conscient des contraintes et être prêt à faire des compromis, en fait. Ça, pour moi c'est hyper important pour quelqu'un qui veut faire ce métier-là. Faut pas s'attendre à pouvoir raconter tout ce qu'on veut et de la manière dont on le veut. Alors, si vous arrivez dans une prod où c'est possible, alors vous avez trouvé le Graal, félicitations. Mais dans la majorité des cas, non, la réalité nous rattrape, et faut vraiment avoir cette souplesse là de pouvoir en permanence réadapter le script, réadapter ce qu'on voulait faire des compromis avec tout le monde, parce que tout le monde a ses propres contraintes en fait, et contrairement au jeu de rôle classique où vous allez faire votre histoire quasiment tout seul, dans le JV vous racontez jamais les choses tout seul. Vous avez toujours besoin de l'individualité de tout le monde, en fait, des talents de tout le monde. Donc pour moi c'est complètement c'est presque la chose la plus importante entre guillemets pour moi de pouvoir faire ce travail de médiateur là. Après encore une fois dans le PBTA notamment, là on va être dans une narration de jeu de rôle beaucoup plus collaborative, et là je pense que si on fait ça avec des débutants ou qu'on débute, faut pas avoir peur en fait de lancer des pistes pour mettre en confiance les joueurs, et de cadrer en fait, de cadrer au maximum au début, et de leur offrir la liberté au fur et à mesure en fait qu'ils vont gagner en non seulement en compréhension de l'univers, mais aussi en confiance en eux, tout simplement, en leur capacité à raconter des choses. Et il faut faire ça progressivement, faut pas faire comme moi où vraiment je regardais mes joueurs en leur disant ok, tu veux tu veux que ce soit quoi comme personnage limite, faut garder, je pense, quand même faut faire les choses progressivement, et puis après en tant que maître du jeu plus classique, dans les systèmes beaucoup plus classiques, je pense que il faut se poser aussi la question du rythme. Ça c'est assez important de se mettre à la place des joueurs, de se dire ok, t'en as un petit peu parlé d'ailleurs dans ton bouquin sur cette notion de rythme et d'attention, et essayer de mettre une durée en fait sur chaque activité finalement qu'il y aura dans le jeu, dans la partie quoi. Ça c'est assez important d'avoir ces notions de ok, est-ce que les objectifs que je vais donner aux joueurs sont clairs, est-ce qu'il y a des éléments narratifs ou des événements qui vont leur rappeler cet objectif régulièrement.
comment je les récompense, trouver les justes difficultés forcément, et après essayer de varier un petit peu les situations de jeu, essayer de varier, de mettre des enquêtes, après il faut toujours adapter de toute façon à son groupe de joueurs. Ça aussi c'est une grosse différence entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, c'est que le jeu de rôle on passe presque un pacte avec son groupe de joueurs et on peut adapter l'expérience. Oui, c'est ça, oui. C'est plus ciblé, on va dire, comme... Ouais, c'est ça. Alors que le jeu vidéo, nous, on doit s'adapter forcément à... Alors ça dépend, parce qu'il y a des jeux qui vont être niches, donc qui s'adressent vraiment qu'à une partie des joueurs. Mais souvent, quand on va faire un jeu à gros budget, on va essayer de le rendre le plus open possible. Et dans ce cas-là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des joueurs qui en aient absolument rien à faire de la narration. Mais ils ont quand même besoin d'éléments narratifs pour comprendre certaines choses. Donc il va falloir ruser pour trouver la manière dont on peut inculquer ces notions narratives-là ou faire comprendre aux joueurs certaines choses, même si ça ne l'intéresse pas. Et après, voilà, il y a tout ce qui est questionnement d'accessibilité aussi, parce qu'on va avoir des joueurs qui sont intéressés que par l'histoire. Du coup, on a de plus en plus de modes de difficulté, juste aventure en fait, où le joueur va évoluer dans le jeu sans aucune difficulté de gameplay, juste pour profiter de l'histoire, alors que d'autres, au contraire, vont avoir une difficulté accrue. Ça aussi, c'est des sujets qu'on retrouve de plus en plus actuellement. Cette notion de rendre les jeux accessibles au plus grand nombre et aux différents profils de joueurs, en fait. Et pour moi, ça, le jeu de rôle, on n'a pas vraiment ces problématiques-là, parce qu'encore une fois, on peut s'adapter et improviser en fonction du contrat qu'on a passé avec nos joueurs, quoi. Oui, c'est ça, oui, vu que bon, plus petit comité, on peut plus être à l'écoute, là où bon, forcément dans un jeu, c'est un peu plus compliqué on va pas être à l'écoute pas être autant à l'écoute, même si bon, quand même, je pense que les feedbacks des joueurs c'est très important quand même. Vous avez une écoute particulière à ce sujet-là, mais forcément c'est pas pareil que de prendre les feedbacks de 4-5 personnes autour d'une table et de faire on va changer ça un petit peu parce que ça a l'air de plus vous plaire comme ça. Donc de voir. Et du coup, si on devait parler, alors on va dire, on revient un petit peu sur le narrative design, mais un peu en termes de concept un peu plus grand, on va dire. S'il y avait des défis entre guillemets pour le narrative design de demain, ce serait lesquels, ou du moins c'est quoi les pistes qui pourraient être explorées pour aller encore plus loin sur ce sujet selon toi? Si tu penses qu'il y en a, ou comment on pourrait aller, ce serait quoi, à quoi ressemblerait l'horizon un peu pour toi, même s'il n'est pas forcément atteignable à proprement parler. Question très métaphysique. Effectivement. Alors j'ai pas de réponse claire, notamment parce qu'encore une fois, je suis pas du tout spécialiste de la question théorique, mais pour moi, en fait, je pense pas qu'il y ait un défi unique. Je pense que il y a plusieurs types de narration qui vont continuer à s'améliorer en fait et à prendre leur chemin. Je pense que je sais pas ce que je pourrais appeler la narration d'orfèvre en fait, ce côté chaque mise en scène est calculée, on essaie d'avoir l'expérience de jeu la plus millimétrée par rapport à l'émotion qu'on veut provoquer chez le joueur. Donc vraiment un truc linéaire, etc. Pour moi tout ça continuera à exister. On continuera à développer encore plus ces possibilités de mise en scène, ces narrations avec des musiques incroyables, ce genre de choses. Mais après, oui, forcément, on imagine qu'il y aura encore plus d'éléments de narration procédurale. J'avais vu qu'il y avait assez récemment le MMORPG Ashes of Creation qui avait pour objectif, alors je sais pas si c'est vraiment réalisable, on verra bien, mais qui avait pour objectif d'avoir une narration dynamique et en fonction de ce que les joueurs font. C'est-à-dire que quand les joueurs vont commencer à exploiter un terrain dans le jeu, ils vont pouvoir en fait faire émerger une cité qui ensuite va se développer, etc. Et en fonction des choix que les joueurs vont faire collectivement ou subir, tout simplement, il va y avoir des triggers en fait narratifs qui vont s'activer, ça va faire apparaître des donjons, certaines trames narratives qui vont disparaître s'il se passe d'autres choses. Tout ça, ce côté très presque organique en fait, c'est quelque chose qui est très coûteux, mais qui peut être une voie, un gros défi à relever. Voilà, ce côté, cette narration qui s'adapte sans cesse en fait aux actions des joueurs. Ça, c'est un petit peu le Graal narratif pour la narration interactive. Après, on peut imaginer aussi une narration basée sur l'IA. Donc, personnellement, ce n'est pas forcément ce que je souhaite, mais je ne doute pas qu'on va y arriver. Où effectivement, là, on n'est pas sur une narration procédurale, c'est-à-dire avec des règles qui ont été créées par des game designers pour réglementer un petit peu
cadrer un petit peu voilà l'apparition des différentes choses pour que tout ça ait un sens. Là on serait peut-être plus dans voilà une narration qui va prendre une action de joueur, l'analyser et donner un feedback qui est propre à l'IA et propre au contexte dans lequel elle est. Et donc là, on est presque plus, on est presque dans le côté JDR solo où on va récupérer des cartes de contraintes et broder dessus. Mais ça, c'est-à-dire que plutôt que le faire nous-mêmes, on aura une IA qui va en fait elle-même prendre une carte Battlemaker et broder elle-même et hop nous apposer directement le problème ou la conséquence d'une action. Très bon placement de produit. Par exemple, mais c'est pas du tout le seul truc, mais oui, effectivement. Après, il y a un autre type de narration, mais ça, c'est un peu particulier. Bon, on va dire la narration émergente, en fait. Là, récemment, on a eu Tears of the Kingdom avec tous les genres qui se créent des créations plus folles les unes que les autres, mais il y a aussi le fait que chaque joueur a un parcours différent dans ce genre de jeu-là, où du coup, moi je vais te raconter, ouais, puis là j'ai fait ci, j'ai fait ça a déclenché ça, il s'est passé ça, alors que toi, t'auras pas du tout fait les choses dans cet ordre-là, et du coup t'auras une toute autre histoire en fait liée au jeu. Ça c'est quand on laisse une grosse liberté au joueur comme ça, en fait on lui donne l'opportunité de se créer sa propre histoire. La narration émergente, ça va être aussi tout ce qui est lié à l'avatar. Tout joueur de MMORPG un petit peu attaché à son avatar lui a créé une histoire à un moment donné, est attaché à lui, et peut raconter des choses sur son personnage, et donner des outils aux joueurs pour renforcer en fait cet aspect de je me crée ma propre narration, ma propre histoire par le biais du jeu, mais ce n'est pas le jeu qui me l'a donné. Pour moi, ça c'est quelque chose aussi qui est très fort en termes d'engagement pour le joueur, donc c'est assez intéressant. Et puis après ça on le fait déjà, mais il y a la narration transmédia, justement c'est ce qu'on fait en Kama notamment, mais on est loin d'être les seuls. Vu que voilà le jeu vidéo c'est une narration de contrainte, on peut aussi se poser raisonnablement la question de ok ça va être très difficile pour moi au vu du contexte de raconter cette chose-là en particulier. Est-ce que je peux la raconter dans un autre média, et voire même est-ce que ça fait encore plus de sens de raconter cette histoire dans un autre média? Et souvent ce qu'on va faire aussi c'est je raconte le présent, mais la backstory je vais donner quelques indices aux joueurs, et potentiellement on va écrire un livre, pourquoi pas, pour raconter cette backstory en termes de légende par exemple, parce qu'on considère que c'est intéressant de le raconter de cette manière-là, ou voilà, mais je trouve que utiliser les spécificités des autres médias, c'est aussi intéressant pour donner corps à une œuvre. Après, parfois, c'est pas forcément par choix, hein, comme Final Fantasy XV, le pauvre qui a dû se rabattre sur du transmédia, mais parce que la prod ayant été vraiment un enfer, ils ont pas vraiment eu le choix en fait, hein, de raconter les choses non pas dans le jeu, mais dans un film, puis dans des épisodes, etc. Parce que ils ont pas pu tout mettre dans le jeu. Donc du coup, ils ont utilisé le transmédia pour mieux raconter le lore en fait, et combler un peu les trous, quoi. Ah, je vois. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais c'est très bien. Un peu les différentes voies. C'est quand même un horizon très très fourni, mais c'est ça qui est beau en fait quelque part aussi, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout, quoi. On n'est pas sur un plateau de progression. Il y a pas mal de choses à faire pour le futur, et de nouvelles manières de raconter l'histoire. Du coup, c'est très intéressant aussi parce que on a un peu cette réflexion là aussi dans le jeu de rôle aussi, parce que c'est bien beau d'avoir un petit peu tout le temps cette réflexion là, je veux dire à échelle individuelle, c'est-à-dire le truc de c'est bien beau, moi je me pose souvent cette question, je me dis voilà, ça fait comme ça que je raconte des histoires, si j'essaye une autre manière ou autre, j'essaie toujours de varier un petit peu, et forcément après comme ça tu affines un peu ta manière de faire pour tes joueurs, et en plus de ça de l'adapter aux joueurs et tout, que à la longue moi je sais que j'ai pas du tout la même manière de me jeter comme il y a 10 ans ou autre, et donc forcément ça amène une certaine évolution, et du coup ça fait plaisir de voir que même dans le jeu vidéo il y a encore du chemin à faire sur le truc. Du coup ça pourrait que être meilleur. Et du coup, on a atteint vraiment sur certains jeux des narrations vraiment remarquables, je trouve. Là à notre époque on a déjà des choses hyper abouties, choses qu'on pouvait pas forcément se permettre il y a des années de cela, et donc je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais effectivement je trouve que déjà là on n'a pas atteint des limites, mais on a atteint des sommets assez impressionnants déjà. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, oui, c'est vrai. Potentiels. Parce que franchement, quand je vois les jeux, quand j'étais plus petit, à 20
20 ans, là, quand j'étais sur la PS1, je suis en mode waouh, c'est incroyable ce qui se passe et tout. Je vois les jeux maintenant, mais je refais une syncope. Quand j'étais plus jeune, là, non, ça va être incroyable. En termes de graphisme, mais aussi en termes de tout ce qui va avec, c'est autre chose. C'est une autre ambiance. Désolé Crash Bandicoot, mais bon, je t'aime quand même, ne t'en fais pas. et du coup, alors bon, un peu pour finir les podcasts, du coup, il y a un peu un moment un peu de pas vraiment une question à proprement parler, pensée libre, discussion autour peut-être d'un sujet en particulier qu'on n'aurait pas abordé ou que tu aurais aimé aborder. C'est pas obligé, on n'est pas obligé si t'es pas obligé d'y en avoir un si tu as pas forcément idée, mais tu veux discuter brièvement avant pour glisser vers la fin de ce podcast d'un sujet en particulier qui te tient à cœur, et c'est le moment. Est-ce que tu en as un ou pas forcétement? Alors là, comme ça, pas forcément. Je sais pas si toi t'as une question. Non, mais en vrai, non, en fait, là, déjà, justement, on va dire, ma curiosité a déjà été bien, bien repue par tout ce que tu as pu dire. Et justement, voilà, j'avais un peu recruté ces questions pour couvrir un assez large panel. Et du coup, bon, bah, oui, si tu avais un sujet en particulier, il y a pas de, si tu en as pas, c'est pas un problème. Hein. Je trouve qu'on a déjà bien étayé, puis on a fait un peu, voilà, des allers-retours avec la technicité, un peu les parentés qu'il y a avec le JDR, puis après les liens et tout qu'il peut y avoir. Après, c'est vrai que j'ai peut-être c'est plus un questionnement de ma part sur justement toi, comment tu vois l'évolution de l'actual play, ce côté parce que finalement on voit cette non seulement comme j'en avais parlé, voilà, rajouter du corps, du visuel au jeu de rôle, mais il y a aussi finalement faire intervenir les spectateurs dans le JDR, etc. Et je sais pas en fait comment réagissent la majorité en fait des joueurs de jeux de rôle par rapport à cette évolution là. En fait, on avait peut-être un peu parlé du côté il y a des écoles qui se créent, etc. Mais c'est vrai que je sais pas en fait si pour certains c'est le futur du jeu de rôle, et en fait je ne sais pas en fait dans quelle mesure il y a encore un public qui est vraiment attaché, voilà, au JDR purement narratif, où on s'affranchit en fait au maximum voilà des contraintes matérielles, et on reste complètement avec la puissance de l'imagination des joueurs. En fait, je sais pas, parce que encore une fois, moi je suis très amateur et je connais pas complètement le milieu, donc je sais pas du tout en fait s'il y a des débats, si les camps s'opposent, ou si au contraire en fait chacun fait évoluer sa pratique en fait de son côté, et qu'il n'y a pas vraiment de sujet en fait sur l'évolution du médium jeu de rôle en fait. Je pense qu'à titre personnel, je pense qu'il y a un peu des débats, on va dire, plus ou moins, entre un peu alors déjà, bon, il y a les débats un peu old school et nouvelle vague, etc. Mais je pense que, en vrai, après, quand je vois, pour moi, de mon point de vue, tout ce qui est les évolutions, par exemple, Menhir, là, le truc avec la 3D, etc., pour moi, c'est une expérience jeu de rôle, mais je vais pas baser tous mes jeux de rôle sur Menhir, par exemple, quoi. Pour moi, je pense que Menhir, le truc de 3D, je vais l'utiliser pour faire une expérience une fois sur un one shot ou autre, et après revenir à des trucs plus simples ou autres et tout. Et pour les actual plays, c'est un peu pareil aussi. Pour avoir un peu regardé, même si c'est pas trop ma tasse de thé, les actual plays qui marchent du moins ont un peu des méthodes, on va dire, de raconter des histoires qui sont pas tout à fait pareil qu'en jeu de rôle, c'est-à-dire il y a moins on s'arrange pour qu'il y ait moins de longueur, il y a beaucoup plus, ce qui marche le plus, on va dire, c'est le côté entre guillemets fun, c'est-à-dire on s'arrange pour qu'il y ait des situations un peu plus assez rigolotes pour que le spectateur soit pas là en train comme un ronflant à regarder les gens qui sont en train de tourner en rond ou de pédaler dans la smoule dans la narration. Et après oui, bon, il y a toute cette idée d'interaction avec les spectateurs et tout aussi, c'est vrai que c'est des bonnes idées, mais moi je pense que on a atteint un peu un plateau en termes d'évolution de jeu de rôle, et en fait on ne peut pas dépasser ce plateau ou alors très très durement, pour la simple et bonne raison qu'il y a un seul opérateur, c'est le maître du jeu en fait. C'est-à-dire que le maître du jeu, s'il doit gérer la narration, improviser, plus gérer la musique avec les SFX, plus gérer le passage procédural, on va dire, de la map, etc., plus gérer le spawn, je sais pas, d'ennemis ou autre, plus gérer les tabletops, plus gérer les stats des ennemis, etc. et tout. Enfin, il y a un moment donné, en fait, humainement,
on peut pas gérer autant de trucs en même temps sans commencer à cafouiller ou à surchauffer. Donc là où pour moi il y a une évolution possible quand il y a plusieurs personnes agrégées sur un projet, dans le sens où on va pouvoir il y a plein de gens, il y a quelqu'un qui va gérer la musique, il y a quelqu'un qui va gérer ça et tout. Là où les évolutions sont possibles, quand c'est centralisé sur une seule personne, je pense que ça commence à être compliqué, quoi. Moi, je le vois un peu dans moi, personnellement. Des fois, je sais qu'après mes parties de jeux de rôle, généralement, je suis assez rincé parce que je gère la musique, je fais très attention au tempo. Des fois, j'ai même révisé avant avec la musique pour que ma description tombe pile au moment où il y a le drop, etc. Pour la découverte d'un truc ou autre, quoi. Je ne suis pas encore à ce niveau-là de mejotage. Mais je suis un zinzin, moi, il y a des problèmes avec la musique. Mais c'est des trucs, voilà, c'est des trucs comme ça, en fait, où je pense qu'on arrive un peu à cette limitation que je pense que le jeu vidéo n'a pas, parce que vous êtes des équipes, donc vous pouvez avoir. Après, les imitations sont plus sur le plan technique, mais moins sur le plan humain, en fait. Et c'est là où peut-être après, pour moi, le jeu de rôle peut arriver à casser ce plateau, ou du moins pas forcément pas le casser, mais à faire une lente évolution. C'est d'avoir des outils qui viennent renforcer on va dire renforcer la technique. Enfin, c'est des outils techniques, qui viennent renforcer ou pallier aux défauts de l'humain, quoi. Et là, on pense beaucoup à l'IA ou des trucs comme ça, et on commence à avoir des trucs qui font de la génération procédurale de maps, ou justement pour faire des tabletops, etc. Je pense à Dungeon Alchemist, qui tu lui rentres des trucs, etc. et tout, tu lui dis fais-moi une carte, un battle map de ça, et qui te le génère en 2 secondes. Tu peux replacer 2-3 éléments, et hop, tu la mets comme ça, il te dit voilà, donc ça c'est la carte de la taverne, et t'as fait les trucs rapidement en avance et tout, quoi. Donc ça ça peut aider, on va dire. Là, je passe beaucoup pour le jeu de rôle loin. Enfin, je parle beaucoup ça pour du jeu de rôle distanciel, on va dire, sur Discord, avec un battle map et autres. Forcément, un jeu de rôle en présentiel, ça a pas les mêmes trucs parce que t'as la battle map où tu fais tes dessins. Et ça, au moins, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus pratique. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette pratique à distance qui est aussi un peu particulière. Oui, voilà, c'est ça. Elle a son propre truc, quoi, disons. Et je sais que j'accorde moins d'importance à la musique. Enfin, pas moins d'importance, mais je fais moins d'efforts sur la musique, on va dire, à timer les trucs, etc. en présentiel, parce que c'est dans des enceintes, c'est pas dans les oreilles des joueurs, parce que tout le monde a un casque. En distanciel, donc tout le monde a un casque, donc la musique a son importance parce qu'ils l'ont directement près de leur tympan, quoi. Là où, bon, avec des enceintes, c'est forcément moins fort, parce que je dois quand même parler par-dessus. Après, je me dis que finalement, les évolutions du jeu de rôle feront que différents publics aux différentes attentes et vont se créer, mais c'est vrai que l'actual play a presque un côté théâtral, en fait, spectaculaire, c'est ça, oui, c'est pour le spectacle. qui contente en fait finalement une certaine partie, mais pas tout le monde. C'est sûr que le jeu de rôle par IA va contenter peut-être un public plus jeux vidéo et tout ça, mais j'ai l'impression finalement que le jeu de rôle tel qu'il a toujours existé pourra toujours finalement renforcer son immersion, renforcer son ambiance par utilisant les émotions procurées par la musique, ce genre de choses, mais que finalement on reviendra toujours au jeu de rôle pour son essence pure, c'est-à-dire vraiment l'imagination et aussi le contact humain qu'on va avoir avec le maître du jeu, qui va apporter tel un auteur finalement ses propres couleurs à un univers qui alors s'il est pas custom et fait par lui, ça va être un univers qui a été potentiellement défini et écrit par quelqu'un d'autre, mais le maître du jeu va toujours donner sa propre version, et on n'aura jamais les mêmes expériences à chaque fois qu'on va voir un maître du jeu différent. Ça aussi, je trouve, c'est une force, cet aspect humain et d'avoir ces narrations comme ça qui peuvent changer du tout au tout selon la personne qui va nous la raconter, selon le conteur qu'on a en face de nous. Je pense que ce sera toujours quelque chose qui sera toujours compétitif en fait par rapport aux IA et aux trucs automatisés. On sera toujours, je pense, en tout cas une partie sera toujours en recherche de cette façon de raconter des histoires là. Et je pense que le jeu de rôle ne mourra jamais parce qu'il est tellement enfin dans le sens dans son utilisation actuelle, je veux dire, il répond tellement à un besoin classique de presque millénaire de se raconter des histoires au coin du feu. Je pense qu'on y reviendra toujours, même si après il y a des expériences qu'on ne peut vivre que dans des jeux vidéo. C'est vrai que j'en ai pas parlé, honte à moi, mais Outer Wilds a été une de mes claques les plus une claque retentissante dans mon parcours ludique, parce qu'il a vraiment une manière de raconter son histoire qui lui est unique et qui m'a profondément marqué. Alors, je sais pas si tu connais ce jeu. C'est le jeu avec l'histoire qui se répète, c'est ça le truc de
Ouais, c'est ça. Afin avec oui, une sorte de... sans spoiler, mais oui, c'est très... je vois. Je vois, oui. Et c'est un jeu qui est vraiment... il rentre un peu dans la catégorie, comme je disais, narration puzzle, où en fait on va vraiment explorer sans objectif clair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce jeu, parce que le jeu n'arrive pas à les engager. Mais c'est pour ça que pour moi, il faut avoir vraiment une appétence pour la narration, pour presque, enfin c'est pas, ouais, les mystères, etc. Parce que on est vraiment lâché comme ça dans un univers où on va explorer et petit à petit comprendre en fait ce qui s'est passé, comprendre les histoires de chaque planète et comment tout se relie dans un tout. Et c'est un des jeux qui m'a le plus marqué par la pertinence et la justesse à la fois de ces thématiques et de la manière dont on interagit avec le jeu. Enfin, tout fait sens en fait dans Outer Wilds. En fait, on sent qu'ils ont vraiment beaucoup réfléchi à... ils ont fait un fabuleux travail de narrative design. Un peu poétique aussi. Enfin, c'est très doux, je trouve, comme ambiance. Enfin, c'est bon, il y a des moments qui font très peur, hein, mais c'est pas les espèces de beaux droits d'enfer là, mais bon, sinon. Ouais. C'est vrai qu'ils ont traumatisé certaines personnes. Ouais, oui, bah disons. Okay. Ouais, on va pas dire. D'accord, on va pas citer, ouais. Et je sais qu'il y a des gens d'ailleurs qui trouvent le jeu angoissant justement par ce côté, on est perdu seul dans l'espace. Oui, c'est vrai que... Et on est vraiment seul face à ses pensées, avec cette ambiance sonore et voilà, assez pesante, où on est seul en fait en train de d'errer comme ça sans trop savoir pourquoi on cherche des réponses à des questions comme ça. Enfin non, vraiment, c'est, si je devais conseiller un jeu à faire comme ça pour voir un petit peu selon une narration purement vidéoludique et est capable en fait d'offrir comme émotion et tout ça, je pense qu'Outer Wilds est un bon exemple. C'est pas le seul, mais vraiment c'est un bon jeu pour voir ce qu'on peut expérimenter via un jeu vidéo, et quasiment exclusivement que par lui, quoi. Peut-être même inspiré, peut-être même inspiré les jeux de rôle. Enfin, peut-être pas faire un jeu de rôle à Outer Wilds, parce que va falloir avoir des sacrés neurones en tant que MJ, je pense, mais sinon... Et sinon, oui, voilà, au moins d'avoir des expérimentations narratives. Je pense qu'il ferait un bon JDR solo, quoi. Ouais. Avec le truc. Mais ça le vend en poupe, les JDR solo, d'ailleurs, oui, le moment. Je vois, on a fait un podcast dessus, mais je commence à avoir beaucoup d'émergence de JDR solo un peu à droite à gauche. Mais bon, voilà. Bon, bref, en tout cas, je pense qu'on a bien conclu ce podcast. Merci à toi, en tout cas, Gaël, d'être intervenu. Merci de m'avoir donné de ton temps, quand même, pour cette émission. Et ça me fait très plaisir de te recevoir, et j'espère, chers auditeurs, que ce sera beaucoup plus clair pour vous. Alors, le site de Gaël avec son portfolio qu'on a cité, je vous le mettrai en description, bien évidemment, de la vidéo, pour aller voir sur quoi il a travaillé, justement, et un petit peu plus en profondeur sur ses projets qu'il a menés, etc., au sein d'Ankama, et aussi d'autres de ses préférences, mais je vous laisserai aller voir le site plus en détail. Là-dessus, tout sera dans la description, ne vous en faites pas. Et en tout cas, pour moi, je vous souhaite une bonne journée, chers auditeurs. Merci d'avoir écouté ce podcast. Gaël et moi, on vous dit au revoir. Merci d'avoir écouté. Donc un petit au revoir, Gaël. Et puis après, je conclus. Est-ce que tu as le mot de la fin? Au revoir, et j'espère que le métier de narrative designer sera un peu plus clair malgré mes nombreuses digressions, et que ça vous aura intéressé et fait réaliser aussi que finalement le jeu de rôle et le jeu vidéo sont beaucoup plus proches que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Voilà. C'est sur ces bien sages paroles que nous nous quitterons, chers auditeurs. Et comme d'habitude, je vous dis la fameuse maxime, la fameuse rengaine que tout le monde connaît à la longue. C'était le chirurgien. Ciao, bonsoir, les studios.